Merci à tous d'être présents. Merci de venir à ce premier webinaire autour du thème de l'électronique imprimée. Cette fois-ci, nous avons voulu vous montrer que l'électronique imprimée était un moteur d'innovation pour vos projets. Et donc pour ça, nous avons trois intervenants qui vont successivement vous présenter plein de choses sur l'électronique imprimée. On va partir là en ayant les étoiles dans les yeux. Et puis déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Sandrine Beaufils, je suis la déléguée générale adjointe de la Fédération de l'électronique imprimée. Donc la fédération vient d'être créée, vient de se créer, hein, elle a 1 an, elle est effective et elle travaille réellement depuis seulement le début d'année, donc le 2 janvier 2026. Donc juste une toute petite présentation et je vous promets que je ne prendrai pas beaucoup de temps pour laisser la parole ensuite aux personnes qui vous intéressent. Donc cette fédération, c'est le fruit du regroupement de trois syndicats. Donc Axiel qui représentait les fabricants de composants et systèmes pour l'industrie électronique, le SNES qui représente les EMS et le SPDUI qui représentait les distributeurs. Donc ces trois syndicats accompagnés de l'association Embedded France ont créé cette fédération de l'électronique française dans la volonté de tout se regrouper et de porter d'une seule voix l'électronique. Alors évidemment, en termes de secteur d'activité, on adresse à tous les services, à tous les grands secteurs hein, qui sont nos filières aval, que ce soit Bon, l'automobile, allez, l'aéronautique, la faire deux choses à la santé. fois, c'est super. Je vous ai laissé Ah, un pack d'eau. Enfin, il y je a vous quatre demanderai bouteilles. juste de bien vouloir couper voilà, le son si vous voulez bien pour les personnes qui sont présentes. Merci beaucoup. Donc, les secteurs d'activité auxquels on adresse, c'est forcément des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, la santé, le spatial, les télécommunications, la défense, mais ça n'est pas exhaustif. On adresse l'électronique, vous le savez, s'adresse à tous les secteurs, quel que soit le type d'électronique. La fédération aujourd'hui a une gouvernance hein, qui est représentée ici par Frédéric Legrévez, qui est présidente de ST Microélectronique France, également Affaires publiques France et Europe, donc chez ST Microélectronique, qui est également présidente donc, de cette fédération et présidente du comité stratégique de filière de l'électronique. En président adjoint, nous avons Vincent Bédouin, qui est le PDG de chez Lacroix, et en trésorier, nous avons Alain Gorec, qui est également président d'AG2C Innovation. Donc cette fédération s'est créée autour d'une vision qui est basée sur les axes prioritaires qui ont été déterminés au sein du comité stratégique de filière. Donc ces quatre axes qui nous portent, qui portent la fédération, servent à renforcer la compétitivité et l'attractivité pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qu'on peut retrouver aujourd'hui au niveau de la filière électronique, mais pas que. Mais en tout cas, on va travailler pour attirer de plus en plus de monde dans nos filières. On veut stimuler la compétitivité par l'innovation durable. On ne peut pas parler aujourd'hui électronique sans parler d'innovation, d'éco-conception, d'environnement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur de traiter et de porter. Renforcer la chaîne de valeur amont-aval et la coopération interfilière. Vous l'avez vu déjà, hein, on travaille avec d'autres filières, les filières aval, entre autres. On discute souvent avec elles, on discute également avec les filières amont. Et puis, développer les capacités industrielles durables sur le territoire. Là, c'est la France 2030 et on travaille sur la souveraineté. À travers cette vision, eh ben, évidemment, il y a des missions hein, qui sont pensées par la fédération. Engager et rendre visible l'ensemble des membres de la filière, les promouvoir les métiers, je vous en parlais tout à l'heure, qui servira à renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière, porter une vision stratégique commune pour renforcer cette filière, favoriser les synergies à l'intérieur et avec les filières amont et aval, et représenter l'industrie électronique auprès des pouvoirs publics ce qui aujourd'hui est primordial. Donc, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, cette fédération représente donc tous les membres qui composent cette fédération, c'est-à-dire à peu près 250 adhérents que nous avons déjà, représentent un chiffre d'affaires d'à peu près 18 milliards d'euros. Si on parle de création d'emplois au sein de cette fédération, on serait à peu près sur 80 000 emplois directs et 170 000 indirects, avec une perspective d'emploi à 5 000 recrutements par an qu'on peut évaluer comme ça. Et puis, en termes d'organismes de recherche et de formation, on a déjà 15 adhérents
qui sont des centres de recherche et des écoles ou des centres de formation, et 8000 chercheurs qui sont mobilisés. Alors à l'intérieur, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On a des collèges qui représentent tous les collèges, tous les secteurs d'activité au sein de l'électronique. On a des commissions qui sont plus transverses. On parlait de commission affaires sociales, donc pour tout ce qui est ressources humaines, HSE internationale. Et vous l'avez vu tout à l'heure, on parlait de coopération interfilière. Et bien voilà, une commission électronique automobile qui en est un exemple probant. Et puis on a aussi des groupes de travail qui sont là, eux, pour porter le contrat de filière et porter tout ce qui est les axes prioritaires que nous avons déterminés. Donc l'écosystème, ce qui représente finalement la chaîne de valeur de l'électronique, c'est tout ce qui est filière amont. Donc bien sûr l'énergie, les fluides, la chimie, la plasturgie et la mécanique. Tous ces gens-là s'adressent à nous, donc tous les fabricants de composants, les fabricants d'équipements, de services, les logiciels embarqués, la distribution, les tests et mesures évidemment, les matériaux. On parle aussi de sous-traitance, donc les EMS, les pôles et clusters qui sont aussi nos partenaires qui nous accompagnent et les équipementiers et systémiers. Tous ensemble, nous adressons ensuite à la filière industrielle aval, donc ce que je vous disais tout à l'heure, industrie, automobile, mobilité, militaire, aéronautique, etc. Et bien sûr, les centres de recherche et les bureaux d'études sont bien entendu avec nous. Voilà, je ne voulais pas vous prendre trop de temps, juste vous expliquer un petit peu ce que c'était que la filière électronique. Et maintenant, on va passer aux nouveaux intervenants. Donc, on va commencer par Kasha Gafarzadeh, pardon, Gafarzadeh, chercher son nom, pardon, Kasha. Donc Kasha est le fondateur et le PDG de TechBlick, qui est une plateforme internationale dédiée aux technologies de l'électronique additive imprimée hybride. Kasha participe à l'organisation des événements à travers le monde. Vous avez très certainement déjà entendu parler de TechBlick. Auparavant, il était expert et analyste en technologies émergentes et spécialisé notamment dans l'électronique imprimée et additive. Au total, il possède près de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Il est titulaire d'un doctorat en électronique à l'USCL de Londres et d'un master de l'Université de Cambridge. Et aujourd'hui, il va vous expliquer comment l'électronique imprimée est déjà omniprésente dans nos vies et ce qu'elle révèle et donc les applications concrètes actuelles sur l'ampleur de ce secteur. Sa présentation, vous l'avez compris, sera en anglais, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, dear Kasha, it's your turn. I will let you speak. You can share your screen directly if you want. Merci, Leanne. Yes, I would love to share my screen. Can you see my screen? Yes, it's okay. Perfect. Bonjour, everyone. Great to be here. Thank you so much for the introduction. And sorry, I switched to English. I can understand most of the French, but I wouldn't dare say 2 sentences. So I'm Kasha. I'm the CEO of TechBlick, and what I want to do today is really to showcase some examples of printed electronics that are commercial, that are huge successes, and have been for many years. And my purpose is really to show you that printed electronics is part of our everyday life. It is in pretty much all the products we interact with, from electronics to displays to solar cells to sensors in our cars and beyond. One of the challenges that we have as a community, when you are in printed electronics, you will know this, is that once an application really succeeds, then people don't call it printed electronics. Or if printed electronics is used as part of a production process of a device, and if device or that product is very successful, it is often not called printed electronics. So the purpose today really is to give you a tour of many applications that I think are, fairly substantial today. Before that, I just want to say a few words about us. I mean, we organize events around the world, and we have 2 on-site events every year dedicated to the topic of additive, printed, flexible, hybrid electronics. The next one will be taking place in Mountain View in California. This is the largest and the only show in the US dedicated to this industry. We'll expect something around 80 exhibitors and over 600 participants. It will be at the Computer History Museum, and it is the first time that it will be on the West Coast. In the previous 2 years, it was on the East Coast in Boston.
but now we are switching coast. So if you're interested, let me know. And we also have a kind of a flagship event, a more established, longer running event in Europe, in Berlin. And this one has something like 90 exhibitors and maybe 600, 650 unique participants. And this will take place in October. So if you want to know about this industry, please consider joining this event. So yeah, so the first application is photovoltaics, and this is perhaps one of the largest applications of printed electronics today. Firstly, because photovoltaics have been such a success story. I mean, every year people have had projections. I mean, I remember being in this industry in 2008, 9, 10, and it felt like it was already a big industry. But I mean, if you can see this curve of sort of production, global annual production, by the end of 2004, it was estimated that some 700 gigawatts of solar panels were produced, of course, mainly in China. So something like over 85% of the capacity is in China, and not just the cell production, but also the whole value chain is there. But this is an incredible, story. In particular, from 2022, you can see the curve has extremely accelerated to the point where there may be overcapacity now. But our link to printed electronics are these bus bars and the fingers, the so-called metallizations on top of a wafer. And you can see these numbers are big. I mean, 700 gigawatts is something like 85, 84 billion wafers, so a lot of wafers. And this chart is from the Industry Association, and what you can see here is how much silver is used for the front and back metallization of a photovoltaic, how many milligrams per watt for different wafer sizes and for also different kinds of solar architectures. I mean, PERC still today is the dominant sort of solar cell in the market. And you can see that maybe per watt, something like 9 milligrams of silver is used. And so instantly you can see that this is a market that is very, very substantial in terms of consumption of inks. And what is interesting is that different kinds of inks are used depending on the architecture of the cell, from sintering type high temperature to low temperature ones. So from sintering type to polymorphic films. And one of the key trends of the industry has been to try and reduce this amount per wafer. And I just want to show you a comparison, just to give you a sense of the scale of kind of what people do with printed electronics. I mean, you can see that this is the roadmap from 2019. This is the roadmap from 2025. And you can see that the amount of silver, maybe it's gone down a little bit, but also the wafer sizes have dramatically increased. So overall, it's a significant reduction. But it's not just a question of reducing silver, or that it is a huge industry where all of these bus lines are metallizations that are screen printed. The screen printing has almost complete market share here. What is really interesting is that this is an incredibly advanced industry. It's really state of the art, and it keeps pushing the boundaries of what one can do with functional screen printing. So here you can see each of these is an academic publication for screen printing data. So this is the line width. You can see most of the data here up to 2022. All of it is from this paper. And then we've added some of the latest ones ourselves and replotted the chart. But the story is that you can see that from sort of mid-2000s, the line width, the state of the art, if you could screen print on a rigid wafer, something like 100 micrometers, 110 micrometers, it was the state of the art. And you look at this sort of incredible learning curve of the industry now. This is, of course, academia. And now people demonstrate even 15 micrometer with good aspect ratio screen printed metallizations. This example is from Fraunhofer ISE in Germany from 2019. And you can see a very good profile of an aspect ratio of 1 with just a kind of a line width of 19 micrometers. And that is incredible. Well, what is really interesting about this industry is that this kind of advances don't just take place in academia at research level, but they're translated into industry. So what you see here you can see the finger line width again, and this is the alignment precision. And again, this data we've digged out from industry roadmaps going back to 2016. And this is actual data published by the
industry associations, and this is sort of projections. And again, you can see that in practice, the line width has come down, incredibly fast. So now you have an industry that is printing metallization lines, screen printing metallization lines at huge scale, with very extreme precision of something like 23, 24 micrometers at industrial scale. And these machines, I mean, they process this incredibly fast. So what you see here is the throughput, wafer per hour. Again, I want to show you kind of print electronics, that this is really an industrial reality. It's not a gimmick, it's like it's here and has been here for quite some years. So here you can see in the past the data. This is for M2 wafers, so smaller wafers. And you can see kind of how many wafers they could produce up to 2009. These days, the numbers are incredible, maybe around 8,000 M10 wafers can be processed per hour. And the projections are very, very bullish going forward. I mean, the machines, the screen printers run very fast here, maybe 400, 450 millimeters per second of printing, very low takt times, and lots of innovations here, not just in terms of machine design, but also in terms of paste formulation, in terms of the latest screens and, meshes, and, a lot of things go to enable this. So this was just what I wanted to say about photovoltaics, that it's there, it's big, it's really state of the art, it's industrialized. Of course, there are other kinds of photovoltaics emerging, perovskites and organics, and these actually involve more printing, because not just the metallization is printed, but also you can print the whole thing with, slot die coating or with inkjet printing, but we won't have time to go through all the details. I want to show you now another example where, again, printed electronics is playing a role and has been for some years, and that is in the display industry. And there are many examples, and I just show two specific cases. One is when you have an OLED display, like a lot of the Samsung phones, you need to protect them from, ambient moisture and humidity and air. So you have to encapsulate them, and part of that encapsulation structure on top of your OLED backplane is what is called a thin film encapsulation, and that involves alternating layers of silicon nitride and an organic. And these organics are inkjet printed, and they are done with very large inkjet printing machines. And this is an example from Cativa, maybe already 2-3 years old, if not older. It's Gen 8.5, very large sheets of glass, and they print a lot of pixels here. They drop a lot of droplets, and they can control the glass. This is very, very nice engineered machine that is in a nitrogen environment. The glass is floating, and they have a lot of print heads with a lot of nozzles inside of them, printing with very good precision these sort of organic layers. But this is a kind of a passive layer, so it doesn't include the actual OLEDs. But recently, after many, many, many years of development and a lot of false starts, it seems that finally there are a lot of serious investments in China for commercializing inkjet printed OLED devices. This is an example from TCL, a major display manufacturer in China, and they announced a 8.5, 8.6 factory in China with significant investment. And they've been working on this technology for a long time. So my message is that even in the display, when you look at this, it's been there, it's part of the production, but it's also going from simpler passive sort of elements towards actually inkjet printing at scale, complex organic emissive materials. And also this is in other cases too. I mean, people do waveguides for them, or some people do waveguides with them in micro LEDs. But again, we won't go through them. Another example I want to show you, and that is in your everyday, every electronic device has these passive components called MLCCs. Every time you open a board, and any electronic board, you see a ton of these MLCCs, and they consist of lots of lots of layers of sort of capacitors stacked on top of each other, and they too are printed. And here you can see an example of it being printed, mostly screen printed. Some do gravel printing, so you typically have like maybe a ceramic kind of slurry, and then on top of that you deposit the mostly nickel electrodes,
you stack them, maybe you laminate them, you cut them, then you really sinter them at extreme high temperatures, over 1,000 degrees, test them, and then dip it into some metal baths to do the terminal electrodes. But very large business, obviously, and incredibly advanced technology. You know, if you look at the cross section of these MLCCs, you can see kind of how for different generations of devices, the dielectric layers have been getting thinner and thinner and thinner, and also the electrodes have been getting thinner. So you have to do these very thin printed layers with very little or with no pinholes across many layers. Of course, you stack them and sinter them. And what I did this chart, and this is totally a back of an envelope chart. This is a guesstimate. These data are very guarded. Nobody actually knows this data. I think, Murata and others never disclose this. They never speak about it in, any conference or anything. It's like, so, but it's a guess. So you can see there are different kinds of MLCC parts, and you can see the capacity of those devices. You can see it's gone from sort of picofarads to microfarads. And here's the size. So for example, 1005 means it's like 10 millimeters by 05 millimeters. So you can see the size has also gone down a little bit. And then from this, you can estimate a little bit sort of the thickness of the dielectric. And again, this is a guesstimate, but you can see the dielectrics get thinner, and also the number of layers goes up. This is just to give you a sense, right? So it could be, it could be 900 or 1,000, 1,200. It's very hard to know exactly, but it's just to give you a sense of the scale, that maybe for some of the cutting edge MLCCs used in AI data servers, and in infrastructure, you have you have an incredibly complex device that is printed again. Again, PCB industry, our everyday PCB industry, we don't think of it as printed, even though it's like printed circuit boards. And here too, you can have this video is not playing. Oh. Sorry, we went back. No. All right. Sure why this video is not playing, but here you should see a stencil printing, and here a jetting. Oh, that's right now. So again, the solders in your PCBs are predominantly printed. The method of choice is stencil printing, and some people do, very, very little, but some do jetting of solders. And typically the print speed with a stencil printing is maybe 100, 200 millimeters per second. For high volume stencils, they use typical type 4 solder particles. And the line widths maybe aren't that impressive, 150 to 170 micrometers for standard pitch. And if you have a high density circuit, maybe less than 100 micrometers. But I just want to show you that, again, this comes in some kind of a paste form, and then it's run through a stencil printing, or you can jet it, and you can print it. Even the solder masks can be printed. So here's an example of an slightly older machine by Fella. I don't think Fella has this machine anymore. I think I'm not exactly sure. I don't think they have it now. But it's an inkjet printing machine that was supplied to them by Notion, and they are inkjet printing the solder masks. Of course, inkjet printing here is commercial, but it's a very small, player, very small market share. But also all the other processes for applying solder masks, they too involve some kind of printing. For example, if you have the LPI process, you could be using screen printing or spraying to flood your PCB surface. Or for simple, one-sided or two-sided PCBs, you could just directly screen print the masks, and so on. So again, here in the PCB industry, you see that one of the key components, which is solder, and another key component, which is the solder mask, are typically somehow printed. But we don't think of them as printed electronics, but it's part of there. I don't know if the presenter after me from CEA is going to present this or not. I thought they might, but the CEA, I think this is CEA Latin, does some really fantastic work on fully screen printed PCBs. Maybe this presentation will mention it, so that's why I skipped it. But this is more of a development case and not yet commercial, but it shows you that you can actually print sort of materials, and in some cases solder on them for maybe single-sided or double-sided PCBs. So we looked at solar cells and displays and MLCC capacitors and PCBs. Also in your cars, you have printed electronics. So
A lot of the occupancy detectors, like if you sit on your seat and it tells you, put on your seatbelt, they are probably, not all of them, but probably screen printed. A lot of the seat heaters, again, not all of them, but a lot of the seat heaters are printed. Sometimes, there are sensors on your driving wheel telling you, put your hand back on the driving wheel. A lot of those could be printed. And one really interesting application that is coming up these days is printed piezoresistive sensor foils that will go at the module level into a battery pack of a car. And the reason that is really interesting is because it allows much better management of the battery and also much better safety. And the reason is because, it's very difficult, the voltage current curve of a battery is very flat for a long time. So a little bit of change in voltage causes very little change in current. So it's very hard to detect. But the curve is different if you look at the pressure that is, the pressure of the battery. It's much more sensitive. It's a much stronger indicator. So by having these piezoresistive pressure sensors embedded at the module level in the battery pack, it may be that you can have much more sensitive control and much better control. And this is, I think, currently in sort of qualification phase. It's not, I don't think it's out on the roads, but a lot of people are trying it and sampling it, and I think the results are nice. And also a lot of the capacitive touches in cars, they are printed sort of foils behind them. Some simpler structures, some more complex structures. These pictures are maybe already 3-4 years old. I don't know if this is specific cars are still out there, but it just gives you a sense that a lot of sort of switches on driving wheels, on your gears, shifts, and so on, they involve some kind of printed foil, which acts as a capacitive sensor. And of course, there's that whole story about in-mold electronics. And I know I only have, I think, 2-3 more minutes, so I won't go into so much detail. But again, a very nice story that has been around for a long time. Maybe not commercially as successful as many had hoped, but it's much more mature now than it was just a few years ago. Healthcare sensors, huge. A lot of healthcare sensors are being printed. So glucose test strips for a long time, a lot of them are printed. You have, EKG or ECG electrodes being printed. You have a lot of smart sort of patches for monitoring your heart rate or respiration rate or sweat or other kind of bioindicators that can be printed. And the technology is getting more and more complex. So here you can see, for example, a working sort of electrode for a glucose test strip. You can see how many layers are being printed and very high precision, 50 micron by 50 micron. You have the reference electrode, you have a dielectric, you have the carbon electrode, you have silver layers. And for all of these, you need a loader, a printer, a drying chamber. So it's a complex technology. I have to go quickly now because let me just check the time. Yeah, we're 18.5 minutes. So semiconductor packaging, again, a lot is happening, not as commercial as the other ones, but also a lot of really interesting use cases for additive, from custom designs to 3D designs to repair. But the one I wanted to really showcase is what might seem like a simpler one, but I think it's a very interesting one, which is EMI shielding. So a lot of the packages, if you think about a semiconductor package, system in a package or something, they have a lot of functionalities inside of a semiconductor package. You might have a Bluetooth, you might have sort of electronics, you might have some other things all inside of a package. And so you might need to just add shielding to specific parts of your package. Current method, or the incumbent method, has been for some time sputtering, but that needs mask and also a vacuum system because you don't want to shield the whole package. You're shielding just a part, so it needs to go through a mask. But then with aerosol deposition or with inkjet printing, you can have selective area, mask-free, direct metallization of the epoxy molding of the semiconductor packaging. And again, very interesting, and companies now have full systems, turnkey solutions involving going all the way from sort of the materials like the particles, the silvers, to an inkjet printing machine that can be sort of installed at the customer site for doing this. And membrane switches, they've been the bread and butter of the industry for many, 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 many years. And still a lot of the print houses around the world, especially those who print on PET substrates and other substrates, flexible substrates,
their bread and butter remains all kinds of membrane switches, from those that go into a coffee machine, or maybe a washing machine, or a remote control in an industrial setting, or a lot of use cases for these things. Yeah, and this has been the bread and butter, and a lot of us interact with this on a daily basis. There are many other applications that I don't have time to cover here. Like, for example, low temperature coal-fired ceramics, LTCCs. They are printed too. All the metallizations layers are printed, and almost all cars have these kinds of low temperature coal-fired ceramic circuit boards. Even in the defense, you have a lot of that. In smart packaging, not electronic packaging, smart packaging, for example, for medication adherence. If you want to know if somebody took their medicine, just track it. Yeah. So I don't want to go through it. I just want to say here that these were applications that I thought were sort of industrialized, big in everyday life, that everybody has it in their environment around them, just to showcase that printed electronics really is everywhere. And somebody told me once that you can find printed electronics from sometimes in a baby diaper all the way to a precision missile, and it's true. And there are many applications that are coming out. They're very interesting, they're viable and growing, but we won't have time to cover them all. So with that, I come to an end, and just a quick reminder again that we have this event. If you want to know more, join us in California or in Berlin. And with that, yeah, thank you. If you have any questions, I'd be happy to take it. Thank you very much, Kasia. It was very, very interesting. So if you have any question for Kasia is now, or you can write them in the conversation, if you like. Is there any question? Okay, so no question, but you could send your question in the conversation until the end of this webinar, no problem. Thank you. Another day, another time, Kasia. Yeah, merci à vous. Bye bye. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Kasia. Nous allons passer à la présentation de Didier Galère du CEA Liten. Donc, petite présentation de Didier auparavant. Didier est diplômé de l'École européenne de chimie polymères et matériaux à Strasbourg. Il a d'abord travaillé pendant 9 ans dans l'industrie des LCD. Il a rejoint le CEA en 2010 pour participer au développement de l'électronique imprimée, et justement au moment où la plateforme technologique dédiée à cette thématique a été mise en place. À travers de ses différentes fonctions, il est passé d'ingénieur process à responsable d'unité. Il a participé à la valorisation de la plateforme dans le cadre de différents projets et pour des applications variées, telles que les photodétecteurs organiques, les antennes imprimées, les capteurs d'empreintes et plus récemment les PCB souples. Il y a 2 ans, cette expérience l'a conduit à prendre la responsabilité de la gestion opérationnelle de la plateforme et à poursuivre le développement de l'électronique flexible et hybride. Il va donc vous donner un aperçu des techniques d'impression pour l'électronique flexible. Didier, c'est à vous. Est-ce que Merci, vous voilà. Vous voyez tous mon écran? Oui, c'est bon. Merci Oui. Sandrine, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler d'électronique flexible à travers ce qu'on fait au CEA. Donc, d'abord une petite présentation du CEA. Donc, le CEA est connu principalement pour avoir travaillé sur l'énergie atomique à ses débuts. Et puis, au début des années 2000, s'est diversifié dans les énergies qu'on appelle alternatives, donc le solaire, l'hydrogène et tout ce qui est bas carbone, donc tout ce qui est renouvelable. Le CEA est implanté sur l'ensemble de la France à travers 4 centres civils et 5 centres dédiés aux applications militaires, plus 9 plateformes techniques régionales. Le CEA travaille sur 4 domaines de recherche principaux: les énergies bas carbone, le numérique, la santé du futur, la défense et la sécurité. Et l'électronique flexible et hybride se place à travers les énergies bas carbone, comme on va le voir plus tard dans la présentation. Donc, en quoi consiste l'électronique flexible et hybride? Kasia l'a déjà dit avant, ça consiste à fonctionnaliser des surfaces de grande taille avec des fonctions électroniques en combinant l'électronique imprimée et l'électronique conventionnelle. Il y a d'abord une part d'impression où on va imprimer des pistes conductrices, par exemple, ou imprimer des capteurs, mais il y a certaines fonctions qu'on ne peut pas faire en électronique imprimée, donc on vient reporter des composants, des puces silicium, par exemple, pour faire des petits QFN ou des LED.
Et à la fin, on obtient une feuille instrumentée avec différentes fonctions qu'on peut intégrer aux objets. Donc, le développement de l'électronique flexible au CEA s'appuie sur une plateforme technologique qui a été créée en 2010, comme l'a dit Sandrine. C'est une salle blanche ISO 7 d'environ 1000 m². On a choisi d'implanter des équipements feuille à feuille qui travaillent sur des feuilles 320 mm par 380 mm. Ça nous permet de travailler sur un large spectre de substrats, comme les verres, qui ne sont pas souples, mais qui peuvent l'être s'ils sont relativement fins, le plastique, le papier. Et on a tout un ensemble des équipements de dépôt sous vide, d'impression, de thermoformage, de back-end pour justement faire la R&D dans l'électronique flexible et hybride. Et donc, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser plus particulièrement aux équipements d'impression que l'on a sur la plateforme, donc du jet d'encre, de l'hélogravure, un équipement d'induction slot die, de la sérigraphie. Alors, pour commencer, l'impression jet d'encre, en fait, c'est une technique d'impression sans contact. À partir d'une tête d'impression, en fait, on va être capable de déposer des micro-gouttelettes sur un substrat qui est balayé par la tête. La cadence d'impression dépend évidemment du nombre de buses qui sont sur cette tête d'impression. Donc, dans notre cas, ça peut aller jusqu'à 256. Tout à l'heure, Kacha l'a dit, on peut avoir des équipements qui vont jusqu'à 1000 buses. Pour cette technique, en fait, on a besoin d'encre relativement faiblement visqueuse, donc entre 5 et 20 millipascales seconde, ce qui veut dire que elles sont relativement peu chargées, donc on dépose des épaisseurs qui sont relativement faibles. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a une résolution qui est assez grande, donc de 20 à 50 microns. Si on passe maintenant à la lithogravure, là, par contre, c'est une technique d'impression avec contact, où on a besoin de cylindres en acier gravé qui vont transférer un motif sur un substrat qui se déplace sous le cylindre. Le cylindre ayant été préalablement ancré avec une encre spécifique, des encres argent, des encres semi-conductrices ou des encres diélectriques. Là aussi, on a une résolution qui est de l'ordre de 30 microns. Il faut des encres qui ont une viscosité de l'ordre de 400 millipascales seconde. Et l'épaisseur déposée est par contre relativement faible aussi. En ce qui concerne le slot die, c'est une technologie d'impression sans contact. Là, dans le cas présent, on imprime une pleine couche qu'on structurera dans un second temps. Le principe, en fait, c'est de faire de déposer de l'encre à travers une fente avec une tête qui va balayer un substrat de manière à recouvrir complètement le substrat. Donc là, on peut atteindre des épaisseurs qui sont beaucoup plus élevées si on utilise des encres chargées. Les encres requises vont jusqu'à 100 millipascales seconde. Et en termes de résolution d'impression, ça dépend de la méthode de structuration. Et enfin, la sérigraphie. Alors, c'est une technologie d'impression avec contact. C'est une technique robuste avec une capacité industrielle. Donc, le principe, ça consiste à utiliser un pochoir, ce qu'on appelle un écran de sérigraphie, c'est-à-dire soit une pièce de métal découpée, soit un tissu sur lequel on aura déposé une résine photosensible qu'on aura ouverte. Et le fait de balayer l'encre avec une racle fait passer l'encre au travers du pochoir et transfère le motif de l'écran sur le substrat avec l'impression voulue. Donc là, on est sur des épaisseurs déposées qui sont beaucoup plus importantes. On peut aller jusqu'à 100 microns. Dans le cas de la sérigraphie, on parle plutôt de pâte que d'encre. Donc, on est sur des viscosités qui vont jusqu'à 50 poises, donc 50 000 millipascales. Et par contre, la résolution est une résolution qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus faible que le jet d'encre. On est à 100 microns. Si on utilise des tissus beaucoup plus techniques, on peut éventuellement descendre à 80 voire 50 microns. Mais en nominal, ce qu'on retient ici au CEA, c'est une résolution à 100 microns. Donc, si on compare les différentes techniques, en termes de jet d'encre, on a une technologie qui est à haute résolution, qui permet de faire une impression digitale, donc directement à partir d'un fichier dessiné sur ordinateur et sans forme écran.
Le désavantage, c'est qu'on va déposer une faible quantité de matière, donc il faudra envisager plusieurs passages ou alors, en fonction du nombre de buses, d'avoir une faible épaisseur. En termes d'hélio, c'est pareil, c'est une exécution assez rapide, mais l'épaisseur déposée est faible. Le slot die, le principal avantage de la technique, c'est qu'on a une très bonne uniformité de dépôt, ce qui permet de partir d'une couche uniforme et de la structurer pour avoir des motifs bien définis par d'autres technologies, par exemple la photolithographie. Et la technologie que nous, on privilégie principalement au CEA, c'est la sérigraphie. Donc avec une résolution qui est à 100 microns, mais qui nous convient parfaitement. C'est une technologie robuste qui est généralement bien utilisée dans le milieu industriel, et on peut atteindre des épaisseurs déposées qui sont relativement importantes. Donc l'intérêt de ces procédés d'impression, c'est que ce sont des procédés additifs, donc on ne met de la matière que là où on en a besoin, ce qui veut dire que par rapport à des procédés soustractifs, il y a une économie de matière, donc potentiellement une réduction de l'impact environnemental. On peut intégrer facilement des fonctions dans les objets, puisqu'on va construire par impression à différents endroits différents motifs, et on a des possibilités larges en termes d'encre et de substrat. Donc, quelques exemples d'applications de l'électronique flexible, c'est ce dont a parlé Kasia tout à l'heure, ce qu'on a développé, le PCB imprimé. Donc, on va partir d'un substrat plastique qu'on va percer pour faire des vias. On va venir imprimer une première couche d'argent, de métal, ensuite une couche de diélectrique, évidemment avec des ouvertures, imprimer une deuxième couche d'argent, et enfin une couche en dessus d'encapsulation. Et puis on va faire la même chose en dessous, de manière à avoir quelque chose qui reproduit le PCB standard sur FR4. Et ensuite, on va pouvoir intégrer des composants par report de composants. Donc, en termes d'application, ce sont des PCB qui sont obtenus sans procédé soustractif, ni empilement de substrat. Et donc, c'est ce qui nous donne la latitude de faire des designs que l'on veut par impression. Donc, en termes d'exemple d'application, on peut parler du cas d'usage médical. Un PCB qui a été développé pour un dispenseur d'insuline dans le cadre du projet Ecotron, ou de l'électronique grand public dans le cadre du projet européen Icon avec la société Formod. Un autre exemple d'application, c'est le suivi de l'état de santé des structures, le SHM, que nous, on a appliqué aux batteries. Donc, en fait, en imprimant différents composants, on peut réaliser un système qui va suivre l'état interne de la batterie sans la détruire, avec une intégration minimalement invasive. On peut intégrer différents multicapteurs sur la même feuille, des capteurs acoustiques imprimés à partir de PVDF-TRFE, qui est un matériau fourni par Arkema Piezotech, des capteurs de température ou des jauges de contrainte. Les motifs sont adaptables aux besoins, et on a une connectique simple puisqu'on peut router les différents dispositifs en sortie de feuilles grâce à une connexion ZIF, par exemple. Ensuite, un autre exemple, c'est la plastronique. C'est le fait d'intégrer des fonctions dans des pièces plastiques. Donc, par exemple, un démonstrateur qu'on a développé avec la société Symbiose, qui est un démonstrateur de tableau de bord. Mais cette plastronique pourrait s'impliquer à d'autres thématiques comme l'interface homme-machine ou le médical. Et ça ouvre la porte à la diminution de l'impact environnemental en utilisant des matériaux et des encres recyclées ou biosourcées. Et si on parvient à développer des solutions réversibles, on peut faciliter le désassemblage des composants qui ont été reportés. Donc, l'électronique imprimée, ça présente des avantages par rapport à l'électronique conventionnelle. C'est des procédés additifs, donc de l'économie de matière, de la souplesse et de la légèreté des dispositifs. Et ça ouvre la voie vers nous, ce qu'on veut porter, c'est de l'électronique durable, avec une réduction énergétique de fabrication, quelque chose qui soit recyclable et biodégradable et facilement désassemblable.
Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Didier. Bon, comme tout à l'heure avec Achat, si vous avez des questions, n'hésitez pas et sinon vous pouvez les poser jusqu'à la fin de ce webinaire avec grand plaisir. Personnellement, j'aurais une petite question en fait pour Oui. savoir quel outil on utilise pour faire le design justement des couches pour réaliser donc un circuit imprimé. Enfin, pas un circuit imprimé, mais l'électronique imprimée. Eh bien, en fait, on utilise le même outil qui est utilisé pour les PCB, c'est-à-dire Altium. Ok. Bon, la question, c'est que je suis formateur Altium et donc particulièrement, j'ai donné beaucoup de formations sur le site du CEA, donc c'est intéressant de le savoir. Mais je n'ai pas fait spécifiquement une formation dans cette application donc de design de circuit imprimé, enfin, de circuit imprimé. Ouais. Ouais. Enfin, plutôt de circuit imprimé et non pas de l'électronique imprimée. Ouais, c'est pas moi-même qui réalise les. Je suis pas spécialiste. Donc après, dans tout, la voilà, conception, mais tout dépend des sites. Voilà. En fait, moi, je forme les équipes R&D pour utiliser l'outil afin donc d'élaborer leur projet de cartes imprimées. La prochaine Voilà. fois, vous pouvez passer au CEA, vous pouvez me contacter, on peut se voir. Hein. Bah, ça dépend sur quel site vous êtes. Là, je suis à Grenoble. D'accord, voilà. Bon, moi, je suis sur la région parisienne. Et donc, prochainement, je vais intervenir sur le site donc, du CEA Adam, donc à Arpajon. D'accord. Mais je suis déjà passé sur le site du CEA à Grenoble, donc pour donner justement une formation sur l'utilisation de l'outil. Mais bon, c'est intéressant de le savoir. Merci. On a une autre question, Didier, pour vous. Sur un même substrat, est-il possible d'imprimer selon plusieurs procédés? Oui, on peut combiner les procédés. On peut faire du jet d'encre, par exemple, pour faire les pistes les plus fines ou les plus courtes et conserver la sérigraphie pour la grande surface. Voilà, j'espère que ça vous convient. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, apparemment, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Didier? Sinon, nous allons passer à... Oui? Ah, merci, d'accord. Nous allons passer à notre troisième intervenante, qui est Hortense Gaillat. Alors, petite présentation d'Hortense auparavant. Donc, Hortense évolue dans le domaine de l'électronique imprimée depuis 2016, en combinant support technique terrain et développement commercial au service de l'électronique flexible. Elle a débuté en Allemagne chez CCI Eurolam en accompagnant des industriels dans l'utilisation des pâtes fonctionnelles Micromax depuis les phases de prototypage jusqu'à la production à l'échelle industrielle. Elle pilote aujourd'hui la Business Unit Printed Electronics de CCI Eurolam pour la région EMEA, avec pour mission d'accélérer la croissance commerciale et de développer des partenariats stratégiques autour de matériaux fonctionnels avancés pour l'électronique flexible et hybride. CCI Eurolam représente et développe des activités avec des acteurs majeurs du secteur. Et donc, elle va vous parler matériaux pour l'électronique imprimée. Hortense, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, je vais parler des matériaux pour l'électronique imprimée. Tout d'abord, si j'arrive à bouger mon écran. C'est bon, oui, on Donc, voit bien. ouais. Qui est CCI Eurolam? Donc, on est des fournisseurs de matières premières pour l'industrie électronique. Donc, ça va du PCBA, du cuivre, des laminés, le PCBA, les crèmes abrasées pour l'assemblage, la microélectronique et aussi la chimie. Donc moi, je vais vous parler en particulier de la branche électronique imprimée. Donc là, vous avez un exemple de tous nos fournisseurs. On a parlé, donc je vous parlais en particulier de ces fournisseurs que je vais connaître mieux au niveau de leur solution. Donc Micromax, qui va être toutes les encres fonctionnelles pour l'électronique imprimée. Agfa qui va plutôt faire des conducteurs transparents à base de PIDOT. Solamet, on l'a vu, ça va être des métallisations pour les panneaux solaires. Au niveau des substrats, on a Magdermit Alpha, donc c'est les substrats pour les faces avant. Et Coveme qui vont avoir du PET traité TCA, c'est-à-dire que la surface est micro-étiée pour permettre une meilleure adhésion de l'encre. Et enfin, dans l'assemblage, avec Bostik, on a des colles structurelles ou conductrices thermiquement ou électriquement.
et chez Indium, des crèmes abrasées basse température. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un circuit en électronique imprimée? Vous l'avez déjà vu avec les autres présentations. Donc, c'est une technologie qui a commencé dans les années 1970. C'est une technologie qui est fiable et qui est utilisée dans toutes les industries. Donc, en automobile, ça passe les tests à 105 degrés, les 85 degrés d'humidité, 85% d'humidité, les applications médicales et aéronautiques. C'est constitué, comme vous avez vu, donc d'encre argent qui va faire les pistes conductrices, d'un diélectrique qui va venir protéger l'encre argent et aussi qui peut permettre de faire un pont entre deux pistes. Et enfin, on a le carbone. Donc ici, elle est mise sur un connecteur. Ça va permettre ensuite donc, de protéger aussi de l'humidité et d'être lié à un PCB. Donc, l'or, on va dire au début, c'était la face souple et connectée à un PCB pour tout ce qui va être l'analyse. Dans les années 90, on a eu un ajout des composants. Donc, si vous pouvez voir des résistances avec un conducteur adhésif. Et aussi, comme l'a montré, on a des VIA qui sont faits, donc de l'argent imprimé d'un côté, de l'argent imprimé de l'autre côté, et la connexion qui se fait au centre. On a donc besoin d'encre, on a besoin de substrats. Au niveau des substrats, ce qui est important, c'est qu'ils soient flexibles. Comme les encres, en général, elles se sèchent à 120 degrés, il faut qu'elles aient un faible retrait à 120 degrés, et il faut aussi qu'on ait une bonne accroche sur ce substrat. On va du moins cher au plus cher. Donc, on va avoir le papier. L'intérêt, c'est qu'il va être recyclable. Mais au niveau de l'accroche, c'est pas si... Ça a tendance à absorber l'encre. Des PET stabilisés avec imprimeur ou des PET aussi qui vont être avec imprimeur acrylique transparent pour pouvoir voir justement les LED ou faire des écrans. On peut avoir du polycarbonate quand on veut être thermoformable, comme on l'a vu pour les applications qu'on appelle DME. Et c'est aussi utilisé car les PET sont très souvent VTM2 et il y a quelques nouveaux développements en VT0 et le polycarbonate est aussi VT0 comme le PEN ou le polyimide. Et ceux-là vont être plus chers et vont permettre d'aller aussi en plus haute température. On a aussi le substrat polyuréthane qui va être utilisé parce qu'il est conformant. Donc il peut aller par exemple autour d'un guidon d'un volant de voiture, contrairement à un PET. Une encre. Une encre, c'est composé en général d'un polymère, d'une résine, qui peut être thermoplastique. Thermoplastique, c'est-à-dire quand on va passer un certain point, elle va devenir molle, et quand on va redescendre en température, elle va redevenir dure. C'est un état qui va changer à chaque fois. Ça peut être thermosète. Dans ce cas-là, on a une réaction chimique et l'encre, après, elle ne peut plus changer. Et UV, donc une réticulation, c'est ce qu'on a pour les diélectriques. C'est des encres qui ont une haute flexibilité et une bonne adhésion sur les substrats. Avec ce polymère, on peut avoir des solvants. Solvant, ça va permettre de dissoudre le polymère pour justement pouvoir contrôler la viscosité, aussi potentiellement attaquer le substrat pour avoir une bonne accroche de l'encre dessus. Les solvants, on cherche que ça soit REACH compliant et non dangereux pour la santé. Et enfin, dans une encre, comme on l'a vu, il y a des encres argent, il y a des encres carbone, il y a des encres diélectriques. Donc on va avoir des particules. Ici, ce que vous voyez à droite, donc on a des petites particules argent plutôt dans les encres nanoparticules pour qu'elles fondent rapidement. Et à droite, on va avoir des flakes, c'est ce qu'on va avoir dans les pâtes, c'est pour avoir un meilleur contact entre, une plus grande surface de contact. Et juste en bas, vous avez du barium de titanate, donc c'est pour avoir un diélectrique à haut dK. Au niveau des étapes d'une fabrication d'une encre, on va peser les ingrédients, les mixer. Donc soit ça peut être des petits conteneurs quand on va être sur des encres chères comme de l'or ou pour faire de la R&D, ou des gros conteneurs à droite avec une encre argent. Une étape assez importante, ça va être ce qu'on appelle le roll mill. Ça va venir casser les agglomérats de particules et on va avoir une encre homogène. Après avoir vu cette encre homogène, on peut mesurer la viscosité, ajuster la viscosité et avoir l'encre qu'on veut. Les viscosités, elles vont entre 3 pascal seconde et 200 à 400 pascal seconde selon les encres. Ça dépend de l'application.
C'est un procédé industriel, comme on l'a dit, donc ça existe depuis les années 1970, c'est dans toutes les industries. Ici, vous pouvez voir une usine avec le mélange des encres et plusieurs roll mill machines. C'est fait en salle blanche et ce site est IATF. Donc il est passé et tout est aux normes. Voilà, on produit à grande échelle. Au niveau de l'évolution des encres, les encres, comme j'ai dit, ça a commencé dans les années 1970. Au début, vous pouvez voir à gauche, c'est un capteur de pression. C'était des encres, et c'est toujours des encres qu'on va chauffer à 850 degrés. Les particules de verre vont fondre avec les particules d'argent, de palladium ou de ruthénium pour les résistances, et on va avoir une couche. Donc, on va pas avoir, il n'y a plus de produits organiques à la fin. Et ce que disait Kacha, c'est ce qui va être utilisé par exemple pour les condensateurs, pour le LTCC. Ensuite, il y a eu les encres, comme on a vu, donc polymère, argent, carbone, électrique. Et avec le temps, donc dans les années 1980 ou jusque dans les années 1990, on a cherché de nouvelles applications. Donc pour les antennes RFID, on avait besoin d'avoir des argents plus conducteurs. Donc on a augmenté la quantité d'argent et on a permis d'imprimer plus épais. On a aussi eu, comme on l'a vu, les capteurs de pression. Pour ça, il y avait besoin d'un carbone qui soit plus sensible à la pression. Il y a les applications, comme vous pouvez voir, la lampe. C'est un écran électroluminescent, c'est toujours en utilisation. Et pour ça, on a besoin de faire un condensateur et qui va fonctionner avec le phosphore. L'autre application, à ce moment, il y a eu le développement des encres argent pour les panneaux photovoltaïques. On avait besoin d'avoir une bonne addition à l'ITO, au ZNO et d'imprimer fin et épais. Dans les années 1995, il y a eu besoin de développer des nouvelles encres, des encres argent, chlorure d'argent, qui, elle, va permettre, avec des encres carbone qui réagira, de pouvoir, par exemple, analyser à partir d'une goutte de sang le taux de glucose à l'intérieur du sang. À ce moment-là, il y a aussi eu les adhésifs conducteurs, comme on l'a vu. Donc, au début, l'électronique imprimée, c'était juste conducteur carbone diélectrique imprimé. Et après, on a pu rajouter, par exemple, des LED, des résistances. Ça a été fiable. À partir des années 2000, il y a eu ce qu'on appelle le PDOT-PSS en encre. C'est un conducteur transparent et ça peut avoir, en plus d'être utilisé juste pour le fait d'avoir une application capacitive ou autre, pour les panneaux solaires, tout ce qu'on appelle OPV. Vous pouvez voir là une image d'un palmier, je crois, de ASCA, qui est en panneau solaire. Et au-dessus, c'est des écrans électrocomiques qui vont être dans un état éteint, on ne verra pas les chiffres, et dans un état allumé, on verra les chiffres. Il y a eu à partir début des années 2010, on a eu tout ce qui était les encres, nanoparticules, nanotubes de carbone, graphène, donc on a imprimé en inkjet. Ça continue toujours dans certaines applications. On peut imprimer très fin, on peut utiliser des matériaux semi-conducteurs qui vont être transparents, ce qui est intéressant. Dans les années 2010, il y a eu un gros pic de l'argent. On était à 1,20 € le gramme. Et c'est là qu'il y a eu des développements d'encre argent-cuivre, cuivre, pour réduire les coûts. 2 ans après, l'encre est redescendue à 600 € le kilo, 800 € le kilo, et les encres n'ont pas trouvé de marché. Ça a été arrêté. Dans les années 2012-2016, il y a eu de nouvelles encres qui ont été faites, donc des encres piézoélectriques, comme on a parlé, des encres thermorégulantes, c'est-à-dire c'est des encres carbone qui vont permettre de ne pas aller trop en température. On a vu les encres thermoformables et les encres étirables. En haut, vous pouvez voir une chaussette qui permet de mesurer certains signaux vitaux en étant portés pour les personnes âgées. Ça a ouvert de nouvelles applications. Et ce qu'on voit maintenant se développer, donc on l'a parlé précédemment, ça va être des encres biosourcées à base de cellulose ou des encres qui vont être recyclées. Et aussi un nouvel engouement pour les encres argent-cuivre ou les encres cuivre. Car maintenant, on est à 3 € le gramme pour
pour l'argent. Donc on est monté de nouveau au niveau du coût. J'aimerais vous parler donc une encre. Ça a plusieurs applications, mais pour une application, on peut aussi avoir plusieurs encres. Dans les capteurs capacitifs, ça peut être réalisé avec des encres argent. Si vous voyez, c'est des encres argent qui vont être imprimées à 30 microns de large et qui peut être à 30 microns d'espace ou 100 microns d'espace pour faire ici des capteurs capacitifs transparents. On peut utiliser de l'encre PIDOT PSS, donc un conducteur transparent, qui lui a des filtres UV pour les applications automobiles. L'une ou l'autre technologie, c'est à voir. Il y en a qui vont préférer l'encre argent, qui vont trouver ça plus robuste et c'est juste une impression qui peut être finalement moins chère que de venir imprimer une encre argent et une encre PIDOT. Dans les capteurs de pression, on a aussi les piézorésistifs. Donc on va avoir un layer avec de l'argent interdigité et on va venir dessus ajouter un autre layer avec du carbone. Et quand on va appuyer sur le carbone, on va pouvoir mesurer la force quand ça va se rapprocher ou s'éloigner de l'argent. Et enfin, une autre application, c'est les les polymères piézoélectriques. Donc là, ça va remplacer, pas remplacer, mais ça va être plus proche de la céramique piézoélectrique. Et quand on va imprimer, donc quand on va appuyer dessus, on va avoir une force. Donc à droite, vous pouvez voir, on est en train de plier, de déformer en fait un substrat plastique et on a le signal qui ressort. Pour d'autres applications, donc les éléments chauffants, on peut aussi utiliser une encre argent en faisant un serpentin, ce qu'on va avoir sur des plaques de cuisson, par exemple, ou sur des vitres de voiture. On peut utiliser pour par exemple, d'autres applications plus haute température, donc ça va être un diélectrique, par exemple un film de polyimide avec dessus un layer de carbone et on imprime une électrode. Et ensuite, juste en mettant le courant, ça fait qu'on va avoir un film qui va chauffer de manière continue. Et comme c'est basse polyimide et c'est des encres aussi basse polyimide, on peut aller à 200 degrés, 300 degrés sans problème. Une autre solution, ça va être de venir faire des bus bars argent et de mettre du carbone au centre, comme on a cet élément chauffant. Avec du carbone standard, la chaleur, enfin la température à laquelle ça va se chauffer va être différente, très différente, selon la température ambiante. On passe de 50 à 90 pour environ 40 degrés de différence. Une encre, ce qu'on appelle PTC, donc ça va être limitante en température, elle va justement, on va monter qu'à 60 degrés. Donc c'est très intéressant pour éviter les risques de surchauffe. Et aussi, la différence, c'est que par exemple, si on monte à 9 volts, à 9 volts, on va être à peu près à 45 degrés. À 12 volts, on peut monter à 60 degrés. Et par exemple, à 24 volts, on sera à 70 degrés. Et avec une encre carbone standard, on serait monté à 24 volts dans les 112 degrés. Donc, c'est vraiment une fonction de sécurité avec ce type d'encre. Voilà. Je voulais vous ai présenté à peu près l'évolution des encres et certaines applications d'encre. Merci beaucoup, Hortense. Voilà, merci à tous les trois, à nos trois présentateurs du jour. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. C'était le premier d'une petite série de 3 webinaires que nous voulons mettre en place. Le deuxième aura lieu très certainement au mois d'avril ou mai et on vous tiendra au courant sur le thème qui sera choisi. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre la fédération ou à suivre chacun des trois présentateurs, si vous voulez, sur LinkedIn. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.